Rappelons que les axes de recherche du champ, c'est l'élaboration de stratégies, de méthodes d'évaluation et d'exposition, d'estimation des risques à l'aide des approches épidémiologiques et toxicologiques. Donc, 4 mots-clés: exposition, risque, épidémiologie, toxicologie. Le deuxième, c'est le développement et la validation de technologies d'outils visant la réduction et le contrôle de l'exposition. On pense notamment aux équipements de protection ou encore à la ventilation. Et enfin, développement de méthodes de prélèvement d'analyse pour les substances chimiques et les agents biologiques, qu'on pense entre autres à tout le volet de la subtilisine. Aussi, la genèse de la programmation de recherche sur les risques chimiques et biologiques liés aux emplois verts. Quand j'ai commencé à collaborer avec l'Institut il y a environ 5 ans, le premier projet que j'avais présenté, c'était un projet qui portait sur l'impact des changements climatiques sur la santé et la sécurité du travail. C'est ce que vous avez ici. Et à cette époque, il y avait également un ancien plan directeur du PAO, OMS, sur la stratégie autour des changements climatiques. Pendant la progression de nos travaux, l'IRSST s'est prévalu, entre autres choses, de cette dimension-là pour demander à l'OMS que l'Institut soit reconnu comme centre collaborateur OMS. Il faudrait ajouter aussi d'autres dossiers comme ceux des nanoparticules. Finalement, l'IRSST a eu cette reconnaissance. À la suite de cette recherche donc, sur les changements climatiques, plusieurs pistes prioritaires avaient été dégagées. Une des principales pistes était reliée aux emplois verts ou à l'économie verte. Coïncidait parallèlement à une redéfinition de la stratégie de l'OMS qui a décidé de réorienter sa stratégie non plus autour des changements climatiques seulement, mais d'y inclure l'économie verte, les emplois verts au changement climatique. Donc, l'IRSST a décidé de canaliser ses énergies vers les emplois verts. C'est la raison pour laquelle j'avais adressé une nouvelle demande de fonds à l'IRSST sur les emplois verts pour, d'une part, définir les emplois verts et apprécier leurs risques à la fois chimiques et biologiques. Parallèlement, Sabrina Gravel a entrepris une étude sur l'état de la question et les deux parallèlement arrivent à la chose la plus belle auquel on pouvait espérer et on devrait s'attendre, c'est que d'une part, la recherche a mené vers l'identification des emplois à risque chimique et biologique élevé, 21 professions, et l'état de la question a mené vers l'identification de secteurs d'emploi émergents et prioritaires. Dans les deux cas, les 21 professions à risque et les secteurs émergents et prioritaires sont arrivés à l'identification de 3 secteurs prioritaires: l'énergétique, la gestion des matières résiduelles et les produits et matériaux de substitution. C'est donc autour de ces 3 secteurs que nous avons orienté la programmation de recherche sur les emplois verts. Et je vous avoue que ça arrive juste à temps, parce qu'au fond, l'IRSST vient de signer un protocole d'entente avec le NIOSH, dans lequel ils reconnaissaient l'un et l'autre leur intérêt à poursuivre notamment des études et de recherche sur les emplois verts. Alors, d'une part, on pourra contribuer à ce protocole d'entente, et d'autre part, avec cette programmation, nous pourrions continuer à souscrire aux intérêts de l'Organisation mondiale de la santé. Je vais vous parler de la première recherche sur les changements climatiques, son rôle dans la genèse de la programmation. En fait, c'était une approche qui résumait très succinctement la revue de la littérature des impacts potentiels des changements climatiques autour de 3 cibles principales: les individus, les ressources et les groupes socio-économiques. Pour chacune de ces cibles, des expositions et des dangers ont été identifiés. Pour chacune des expositions et des dangers, des effets sur la santé des travailleurs ont été déterminés. Et pour chacun de ce groupe d'effets, les industries affectées potentiellement ont été identifiées. Ce qui est intéressant ici, et ce qui fait le lien avec ce qui va suivre, parmi les éléments majeurs qui avaient été identifiés, il s'agissait de la croissance des industries vertes, d'où la suite de nos travaux dans ce secteur. Il faut préciser que cette recherche a déjà été publiée dans une revue internationale et un rapport institutionnel également a été publié en français et en anglais. Quelques chiffres qui peuvent être intéressants. En 2010, on décomptait 155 000 travailleurs dans les emplois verts au Québec et presque 700 000 travailleurs au Canada.
Le gouvernement du Québec et du Canada ont intégré la logique du développement durable dans leur stratégie économique en offrant des incitatifs sérieux pour la mise en marché de technologies plus propres pour réduire l'empreinte écologique et pour la création d'emplois dans certains secteurs comme ceux du recyclage et des ressources énergétiques alternatives. Le 18 août, Justin Trudeau promettait de s'attaquer au changement climatique par l'injection de plusieurs millions de dollars dans les technologies vertes. Et le 9 octobre 2015, le gouvernement du Québec annonçait un programme de 420 millions pour le plan d'électrification des transports. Donc, le premier plan consiste à vous présenter la recherche sur les emplois verts. Il y avait un groupe de chercheurs avec plusieurs chercheurs de l'IRSST, France Labrèche, Claude Ostigui, Jacques Lavoie et Marc-Antoine Busque, par lequel j'ai appris beaucoup de choses dans les classifications des emplois et tout ce que vous voulez, mais enfin, c'est plus complexe que je n'y croyais. Et effectivement, ce travail-là a été également publié. La première chose qu'il fallait faire, c'est de convenir entre nous ce que c'était un emploi vert. Et vous allez voir que ce n'était pas toujours évident de savoir c'est quoi un emploi vert. À partir de la définition, c'est d'identifier quels sont les emplois verts. Ensuite, déterminer les contaminants chimiques et agents biologiques auxquels les travailleurs sont susceptibles d'être exposés pour chacun de ces emplois verts. D'apprécier le risque selon une approche classique de control banding, gestion graduée des risques, et finalement, identifier les emplois verts considérés comme ayant des risques chimiques et biologiques. Tout d'abord, la définition. On parlait ici de plusieurs degrés de nuances de vert, et Sabrina, qui m'a donné un coup de pouce pour faire cette planche, elle est allée jusqu'au gris. J'étais relativement d'accord, parce que des fois, il y a effectivement des dérives. On ne sait pas trop qu'est-ce que c'est un emploi vert. Ici, je donne un exemple. Est-ce qu'un chauffeur d'autobus qui conduit un autobus à l'éthanol devrait être considéré comme un emploi vert? Alors, ce n'était pas toujours facile. La finalité de l'entreprise verte, elle est souvent facile à déterminer, mais le travail, les postes, les fonctions ne sont pas nécessairement verts. Donc, nous avons soulevé deux questions pour déterminer si un emploi était vert. Est-ce que l'emploi a un lien direct avec la réduction de l'impact environnemental de l'activité humaine? Et est-ce que l'emploi souscrit à un des principes du développement durable? Je rappelle ici, je ne vous lirai pas les 16 principes, mais je vous rappelle que le Québec est un des rares endroits au monde où il y a eu adoption d'une loi sur le développement durable. Cette loi sur le développement durable contient 16 principes et le premier de ces principes touche la santé et la qualité de vie. Les principes que nous avions décidé d'adopter pour notre définition des emplois verts découlent de la stratégie sur le développement durable 2008-2013, dans laquelle le gouvernement du Québec a adopté l'orientation 2, qui avait pour but de réduire, de gérer les risques et améliorer la santé, la sécurité et l'environnement. En fait, 5 principes avaient été adoptés: la santé et la qualité de vie, la protection de l'environnement, l'accès au savoir, la prévention et la précaution. Ce sont donc ces mêmes 5 principes que le groupe de chercheurs a décidé d'adopter dans le cadre de sa définition. Donc, il fallait que chacun des emplois réponde à 2 critères. Le premier critère, c'est celui de réduire l'impact environnemental qui se voyait accorder 50% d'importance. Et le deuxième, la souscription à un des 5 principes de développement durable ayant chacun une valeur de 10%. C'est donc dire qu'il fallait que chaque emploi puisse totaliser minimalement 60% pour être reconnu comme un emploi vert. Et de fait, peut être considéré comme vert tout emploi visant directement à réduire l'impact environnemental des activités humaines et qui souscrit au principe de développement durable. Les emplois verts qui peuvent requérir des habiletés et des connaissances spécifiques exigent le développement, l'innovation ou l'utilisation de technologies, techniques ou procédés adaptés. Donc, maintenant que nous avons défini les emplois verts, il fallait décider pour ces emplois verts quels sont ceux qu'on retient en fonction de ces critères. Nous avons donc utilisé la classification SIAN, que d'autres surnomment de bien d'autres façons, là, mais disons que classification SIAN, les secteurs industriels susceptibles d'être verts, il y en avait 160 sur 323. Ces 160 secteurs industriels étaient intégrés dans 160 professions dans le Code de classification des professions CNP. Et finalement, ces 160 professions référées à une liste des appellations d'emploi
11 229 appellations d'emploi verts. Ces 11 229 appellations d'emploi ont fait l'objet de l'application des critères. Donc, on a analysé, c'était un travail de titan vraiment. 11 000 emplois ont été analysés pour savoir s'il fallait les retenir ou pas dans le cadre de la poursuite de nos travaux. Et nous avons ultimement retenu 466 emplois verts qui sont compris dans 71 professions et plus particulièrement 63 professions, puisque 8 professions d'entre elles étaient des professions de direction. Je vous donne ici juste un seul exemple pour un emploi. Alors, vous avez le code CNP avec un des emplois qui font partie de ce code CNP, mettons préposé au traitement des eaux, et l'équipe de recherche a déterminé les contaminants auxquels les travailleurs pouvaient être exposés. Donc, vous avez dans les premiers rangs les contaminants chimiques et ensuite, vous aviez les agents biologiques. Alors, pour l'appréciation du risque chimique, nous avons utilisé un modèle gradué du risque chimique. C'est un modèle adapté qui tient compte de deux bandes, une bande d'exposition que vous avez ici et une bande de danger que vous avez ici, une bande de danger donc de 5 et une bande d'exposition de 4. La bande de danger de 1 à 5 signifie que 1 étant le plus faible et 5 le plus élevé. Chacune de ces bandes de danger correspondait à des phrases, on appelle des phrases de risque. Je vous ai présenté ici un exemple. R20, 21, 22 signifie nocif par inhalation, par contact et cutané et par ingestion. Ça, c'est donc pour le danger. Quant à la bande de potentiel d'exposition, elle était fonction de deux paramètres, l'empoussièrement et la fréquence d'utilisation de la substance. Pour la poursuite de nos travaux, nous avons retenu uniquement les risques qui étaient élevés ou très élevés. Et finalement, puisque nous arrivions avec 63 professions, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, un de nos collègues, en fait c'est France Labrèche, qui avait proposé un petit modèle pour nous permettre de retenir vraiment l'essentiel de l'essentiel. Et donc, nous avons utilisé deux variables, le nombre de contaminants auxquels l'employé était exposé, divisé en quartiles, et la fréquence de risque élevé ou très élevé, comme je faisais référence tout à l'heure à cet aspect-là. Et nous avons donc retenu les professions pour lesquelles il y avait le plus grand nombre de contaminants, avec le risque le plus élevé, le plus important en termes de pourcentage. Il y avait donc 13 professions qui ont été considérées comme un risque élevé et qui ont été retenues par la suite. Pour l'appréciation des risques biologiques, le modèle est un peu différent de celui du risque chimique. Ce risque était établi en fonction du niveau d'exposition global, le contrôle ou la maîtrise et le niveau d'exposition, et en fonction de 4 groupes de risques plutôt que 5. Donc, l'appréciation du risque biologique, il y en avait 4. Le premier étant un risque faible et le quatrième un risque très élevé. Il faut rappeler qu'au Québec, il n'y a pas de risque 4, fort heureusement. Le risque 4, ici, j'ai donné l'exemple du virus de l'Ebola. Pour le niveau d'exposition global, je vais vous indiquer qu'il était en fonction du contrôle et du niveau d'exposition. Le contrôle, ou le moyen de maîtrise et la fréquence d'exposition, elle est en fonction des changements d'air à l'heure, de la continuité de l'exposition, si elle était continue ou discontinue. Le nombre de professions à risque potentiel, donc nous arrivions à 13 professions considérées à risque chimique élevé, 13 à risque biologique considérés moyen ou élevé, puisqu'il n'y a pas de très élevé. Et en enlevant les doublons, il y avait 21 professions qui représentaient un risque potentiel significatif. L'estimation du nombre d'emplois dans ces 21 professions, on les estime à 130 000 emplois. Donc, 3 secteurs prioritaires ont été identifiés, le secteur de la gestion des matières résiduelles, le secteur énergétique et le secteur des produits et matériaux de substitution divers. Je viens de vous présenter la recherche sur les emplois verts. On ajoute l'état de la question pour arriver à la programmation. Donc, je cède la parole à Sabrina pour l'état de la question. Alors, la question du document, c'est quel est l'état des connaissances et quel est l'état de la recherche au sujet des emplois verts. Donc, j'ai procédé en 2 temps. Donc, premièrement, j'ai établi un portrait des problématiques et des secteurs prioritaires, mais dans un contexte québécois. Et ensuite, j'ai fait un recensement des activités de recherche au Canada, mais également sur le plan international. Et je me suis concentrée sur les derniers 5 ans. En consultant des prévisions d'experts, des recommandations de recherche, des sondages auprès des parties prenantes, des livres blancs et des revues de littérature, j'ai pu identifier 3 secteurs
où les problématiques, les priorités de recherche étaient pertinentes dans un contexte de la recherche en santé et sécurité du travail au Québec pour le champ prévention des risques chimiques et biologiques. Donc, le secteur énergétique est un secteur auquel le Québec s'intéresse énormément. Donc, en ce qui a trait à l'importance des risques chimiques et biologiques, il y a 4 industries qui apparaissent comme prioritaires. Donc, premièrement, il y a l'industrie du photovoltaïque qui, on sait, est en émergence comme solution énergétique, non seulement au Québec, mais également à l'international. Ensuite, il y a l'énergie éolienne. Il y a une construction continue de parcs éoliens au Québec, comme démontré sur le site Internet de Hydro-Québec. Et les risques à ce niveau peuvent être soit classés au niveau de la fabrication des éoliennes ou encore de l'installation. Les risques chimiques se retrouvent surtout au niveau de la fabrication de celles-ci. On parle de risques relatifs à l'exposition à du cadmium, à des poussières métalliques ou encore à des cols et solvants, la fibre de verre et du styrène. Ensuite, il y a l'industrie des biocarburants qui est également en développement au Québec. On est déjà familier avec les risques relatifs à l'utilisation des biocarburants de première et de seconde génération, donc ceux qui sont produits à partir de la biomasse végétale. Il y a l'exposition, par exemple, à des acides ou encore à des enzymes lors de la fabrication. Mais on parle de plus en plus de carburants de 3e et de 4e génération qui ajoutent des risques relatifs à l'exposition à des micro-organismes comme des algues ou encore des bactéries. On en connaît peu sur les risques à la santé reliés aux émissions des moteurs utilisant ce genre de biocarburants. Et finalement, on mentionne l'électrification des transports. Bon, évidemment, comme Joseph l'a mentionné, c'est une priorité gouvernementale. Et les risques sont surtout relatifs à la fin de vie des piles des véhicules électriques. Donc ensuite, le secteur du traitement des déchets. En 2011, entrait en vigueur la nouvelle politique québécoise de gestion des matières résiduelles. Il y a 3 objectifs, dont le premier de mettre un terme au gaspillage des ressources, le second de contribuer à l'atteinte des objectifs du plan d'action sur les changements climatiques et de ceux de la stratégie énergétique du Québec, et finalement de responsabiliser l'ensemble des acteurs concernés par la gestion des matières résiduelles. C'est sûr que le secteur du traitement des déchets est à visée indubitablement verte, mais on y retrouve tout de même certains obstacles pour la santé et la sécurité des travailleurs. Donc, entre autres, on est témoin d'un très grand taux de roulement de la main-d'œuvre, principalement dû à la difficulté des conditions de travail dans cette industrie. On retrouve aussi de nombreux risques chimiques et biologiques dans différentes industries. Donc, la première industrie identifiée, c'est l'industrie du recyclage, qui peut être divisée en 2 volets, donc les centres de tri ou encore le recyclage électronique ou le e-recyclage. Donc, par rapport aux centres de tri, il a déjà été démontré il y a quelques années par l'IRSST que les concentrations de bioaérosols dans l'air peuvent être nettement supérieures aux concentrations recommandées. Les Européens ont récemment soulevé la nécessité d'adopter une approche stratégique visant la prévention et la protection des travailleurs et de développer un cadre stratégique de gestion des risques dans ce milieu parce qu'on parle d'un manque d'encadrement pour le développement de stratégies de protection. Et par rapport au recyclage électronique, on sait qu'il y a de plus en plus de matériel électronique qui est récupéré au Québec. Et l'exposition réside surtout dans l'exposition à plusieurs métaux lourds et à de l'amiante, des fibres de céramique réfractaires, à des agents ignifuges bromés. Et ça se rajoute aux troubles musculo-squelettiques ou encore à des risques mécaniques et physiques que l'on connaît déjà dans ce genre d'industrie. Donc ensuite, il y a l'industrie du compostage. Il y a de plus en plus de municipalités au Québec qui font la collecte de matières putrescibles. Et le compostage peut exposer les travailleurs à plusieurs risques chimiques et biologiques, dont certains cancérogènes. Donc, par rapport aux risques biologiques, on parle surtout de bactéries gram-négatives et d'actinomycètes qui peuvent causer des troubles respiratoires chez les travailleurs. Et par rapport aux risques chimiques, on parle d'une exposition à des composés organiques volatiles, mais les données sont encore relativement limitées à ce sujet. Et finalement, on a l'industrie de la biométhanisation, qui est une industrie également en développement, où les risques biologiques sont surtout relatifs aux bioaérosols et les risques chimiques relatifs à la présence de gaz tels que des vapeurs d'ammoniac, du sulfure d'hydrogène ou du gaz carbonique. Mais les données, les informations sur l'exposition sont encore mal connues. C'est en développement en ce moment. On a identifié le secteur de la fabrication, donc le dernier secteur. L'industrie la plus fréquemment mentionnée dans le secteur de la fabrication est celui de la construction verte, qui est associé au bâtiment certifié Leadership in Energy and Environmental Design, donc LEED, ou encore Conseil du bâtiment durable du Canada. Donc, les bâtiments verts se multiplient et les matériaux utilisés, donc les matériaux verts, sont multiples et comprennent notamment de la mousse de polyuréthane giclée, de la cellulose de journaux recyclés, ainsi que des matériaux de recouvrement à base d'eau comme des vernis et des peintures. Mais il y a à l'heure actuelle très peu de données sur les risques à la santé que peuvent représenter ces matériaux, mais on sait par contre que de plus en plus de travailleurs y sont exposés. Et finalement, l'industrie de la chimie verte fait-elle appel à des produits chimiques et à des processus qui sont plus efficaces, moins toxiques et qui produisent moins de déchets dans l'environnement.
La chimie verte répond donc au premier moyen de maîtrise de l'exposition des risques chimiques, soit la substitution. Par contre, il y a certaines problématiques qui sont soulevées où on a constaté des risques à la santé différents, mais tout aussi importants avec des substances de substitution. C'est pourquoi il est considéré que la recherche sur les effets toxicologiques des nouvelles substances devrait se faire en parallèle avec le développement des nouvelles substances. Donc, après avoir examiné les problématiques en santé et sécurité dans les secteurs pertinents pour le Québec, pour le champ prévention des risques chimiques et biologiques, j'ai établi un portrait de la recherche en consultant les sites web des organismes intéressés à la recherche en SST. À l'IRSST, ça fait plusieurs années qu'on s'intéresse, comme Joseph l'a mentionné, aux emplois verts. Donc, il y a eu plusieurs projets qui ont eu lieu sur, par exemple, la substitution de solvants, l'industrie du photovoltaïque ou encore l'exposition aux bioaérosols dans les usines de traitement des eaux usées. Donc, justement, dans les 3 secteurs précédemment mentionnés, donc l'énergie, matières résiduelles et fabrication. Maintenant, j'ai consulté des organismes au Canada et à l'international, donc tous les organismes mentionnés ici. Il y a certains organismes, dont l'IRSST, qui se sont penchés sur la question des emplois verts, mais en général, soit par le biais d'une programmation de recherche ou grâce à l'établissement d'un consortium de chercheurs, de façon soit à donner une définition plus juste ou encore à identifier les risques inhérents aux emplois verts. Au Canada, il y a le consortium de chercheurs Work in a Warming World qui regroupe quelques projets de recherche gravitant autour des emplois verts, mais dans un contexte de changement climatique. Aux États-Unis, il y a NIOSH qui a lancé en 2007 une initiative appelée Prevention Through Design, ou la prévention grâce à la conception. Dans le cadre de cette initiative, NIOSH et ses partenaires développent un cadre pour sensibiliser, fournir des conseils et aborder la question de santé et sécurité du travail associée aux emplois verts dans un effort de développement durable. Il y a également 2 rapports européens qui ont été publiés dans les années récentes, justement sur les emplois verts et les risques relatifs aux emplois verts. Donc, finalement, en ce qui a trait aux projets de recherche plus spécifiques sur des emplois verts, eh bien, j'ai pu trouver des projets qui s'inscrivaient dans chacun des 3 secteurs identifiés précédemment. Donc, premièrement, dans le secteur énergétique, les 4 industries prioritaires font l'objet d'études, tant en Europe qu'aux États-Unis. Fait intéressant, aux États-Unis, il y a le Electric Power Research Institute, qui est un organisme de recherche et de développement sur l'électricité verte, mais les aspects de santé et sécurité du travail sont considérés en parallèle dans plusieurs projets. Donc, ça répond à une des problématiques précédemment soulevées, selon laquelle le développement de nouvelles technologies devrait se faire en parallèle avec la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Ensuite, dans le secteur du traitement des déchets, encore une fois, ici, les 3 industries sont représentées sur le plan de la recherche, avec un intérêt marqué par les Allemands qui ont des projets dans les 3 industries, donc le BOA en Allemagne. Et on note aussi que WorkSafe BC en Colombie-Britannique, qui est en fait le pendant de l'Institut, mais en Colombie-Britannique, a financé un projet sur l'exposition des travailleurs aux bioaérosols dans les usines de compostage. Et le dernier secteur, le secteur de la fabrication, est également représenté dans les 2 industries. Les projets de l'industrie de la construction sont surtout relatifs au démantèlement de bâtiments. Donc, c'est surtout là que ça va s'inscrire. Et par rapport à la chimie verte, aux Pays-Bas, il y a le Green Chemistry Campus, qui est un institut de recherche qui fait non seulement de l'innovation sur les matériaux de performance et les nouveaux produits verts, mais considère également la question de la SST au niveau même de la conception. Donc, encore une fois, ici, on voit qu'il y a un développement des nouvelles technologies en parallèle avec la protection des travailleurs. Donc, l'état de la question, en mettant en commun d'une part les problématiques et d'autre part les recherches qui sont faites sur les emplois verts, a permis d'identifier des zones où l'IRSST pourrait s'insérer dans les prochaines années. Donc, j'inviterai Joseph à reprendre le micro pour vous présenter ce qui a suivi cet état de la question. Lorsque nous sommes arrivés à ce constat, il s'agissait de mettre sur pied un comité de travail, un groupe de travail, ce que j'ai fait avec des personnes de différentes organisations. Vous avez l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM, l'Institut de l'environnement, de développement durable et de l'économie circulaire, dans laquelle fait d'ailleurs partie l'économie verte, à la fois des HEC Polytechnique et de l'Université de Montréal, de certains départements de l'Université de Montréal et de certains départements de l'Université du Québec à Montréal. Nous avons convenu que c'est autour de ces 3 axes-là que nous allions travailler et nous avons déterminé que l'orientation principale sera inscrite dans le premier axe de notre champ de recherche, c'est-à-dire l'évaluation de l'exposition et l'estimation du risque. Donc, nous sommes arrivés à présenter, je ne vous donnerai pas tout le détail ici, à présenter des thèmes à la fois dans le volet exposition et dans celui de la toxicité. Un des thèmes qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui
qui a trait au recyclage du matériel électronique, pour 2 raisons. Je disais justement à mes collègues, je disais, écoutez, c'est incroyable, nous sommes en train de produire une quantité phénoménale de produits, de déchets électroniques. Et nous allons devoir y faire face. Dans ces déchets électroniques, on retrouve du cadmium, on retrouve du mercure, on retrouve de l'or, on retrouve de l'arsenic. Ce sont des choses que les gens ignorent. On retrouve beaucoup de retardateurs de flamme. Nous avons un problème réel d'une consommation ostentatoire qui va nous amener vers des déchets de plus en plus importants au niveau électronique et donc vers des travaux de recyclage et de récupération relativement importants.